Par une belle journée ensoleillée, Chihiro et son père sont allés fabriquer des katanas. Le soleil était visible au-dessus d'eux, ce qui distrayait grandement le père du travail. Il pensait que le ciel voulait le pousser à quitter son emploi et le forcer à se reposer. Chihiro apprenait chaque jour de son père les mêmes compétences que lui. Son père lui a montré comment fabriquer correctement des katanas et lui a expliqué chaque processus de fabrication du produit. Cette fois, mon père prenait ce travail au sérieux. Il n'y avait rien dans sa tête à part le travail et il lui semblait que le poisson voulait travailler avec lui. Chihiro pensait que c'était une blague, mais son père lui assura que non. Tout lui rappelait son travail avec son fils, car cet art remplissait presque toute sa vie. Chihiro lui a demandé de le dire tel qu'il est et son père a répondu que le tricolore faisait aussi des choses sympas. Nous avons néanmoins réussi à nous sortir d'une situation aussi délicate. Mais de toute façon, le père pensait qu'ils avaient tous de la chance, et c'est pour cela qu'il les a emmenés. Le père appelait souvent ce poisson frais, mais son fils n'aimait pas ça. Le poisson est simplement appelé frais lorsqu'il est sur le point d'être consommé prochainement. Pendant ce temps, l'ami de leur père, très fatigué, se précipitait vers eux. Et puis un bon ami, le père Lucas, est venu vers eux et leur a apporté des cadeaux. Son père a commencé à lui demander comment les choses se passaient dans la ville, mais il n'y avait aucune trace de calme sur le visage de son ami. Notre histoire commence par une journée de travail ordinaire d'un père et de son fils. Le jeune Chihiro passe ses journées à s'entraîner sous la direction de son célèbre père épéiste qui a une longue histoire dans la fabrication de katanas. Le forgeage est une étape importante dans la création de telles épées. Alors ils se sont assis à leur bureau et se sont mis au travail. Chihiron surveillait toujours le processus de son père, tout en faisant ce que son père lui demandait de faire. Personne ne peut rester indifférent à la mort pour laquelle cette épée a été créée. Entre de mauvaises mains, ils peuvent coûter la vie à des personnes honnêtes. Comprenant cela, il faut remettre en question la création de l'âme. Après avoir tout réfléchi, il a décidé qu'il était prêt à en assumer l'entière responsabilité. Son père l'a entendu et lui a suggéré de retourner travailler maintenant. Après ces mots, le père commença à s'attendre à un grand succès de la part de son fils dans la création d'épées. À première vue, il semblait que tout allait bien dans cette ville. Les gens passaient du temps dans différents établissements, s'amusaient, mais tout cela n'était qu'en surface. À l'intérieur, tout s'est passé différemment. Et donc ils ont tué tout le monde, sauf une personne. Il est resté pour la partie la plus intéressante. L'homme a demandé au gars de nommer tous les participants à ce mouvement. Il se moquait de lui. Le gars ne pouvait rien faire à part dire ce qu'il pensait d'eux. Un forgeron exceptionnel fabrique exclusivement des épées en utilisant sa technique spéciale. Il est le maître épéiste le plus célèbre de leur pays et son nom était Marc. Soudain, les racines d'un arbre ont poussé hors du sol près du gars. L'homme en noir a décidé de s'approcher du chef de ce groupe. En dehors de la forge, mon père était une personne complètement différente. Il possède un aquarium avec ès et poissons préférés sur lesquels il aime rester coincé. Il a même réussi à leur parler, leur a demandé comment ils allaient. En général, il aimait vraiment son poisson. Chihiro a vu tout cela et a décidé de lui dire que son père parle trop souvent à son poisson. Ils en rirent et le garçon appela son père pour le petit déjeuner. Ils se souhaitèrent bon appétit. Ensuite, le fils a demandé à son père ce que lui disaient les poissons. Ce à quoi le père a répondu que les poissons disaient qu'ils voulaient étudier dur. Presque chaque jour, il consacrait du temps à fabriquer des katanas pour les clients. Grâce à un excellent travail, ils ont fabriqué les meilleurs produits de ce pays. Au fait, à propos du poisson, leur père a ramené ses garçons à la maison. Un jour, son père rentra du magasin en disant que Chihiro serait très heureux de son achat. Il a dit qu'il était entré dans le magasin en revenant du broyeur, mais Chihiro ne semblait pas d'humeur à cela. Puis son père lui montra le poisson qu'il venait d'acheter. Mais la joie n'est pas venue de Chihiron, car quelqu'un devra s'occuper d'eux et évidemment le père ne le fera pas. Le père a raconté que le vendeur lui avait conseillé d'acheter 3 poissons de couleurs différentes en signe de chance. Le rouge porte chance, le noir évite les ennuis, mais mon père ne savait que dire du drapeau tricolore. Lorsque son père commença à penser qu'il pouvait vraiment faire cela, Chihiro décida de s'occuper lui-même du poisson. Cela semblait bien, mais à la fin, il n'avait que plus de soucis. Avec un tel père, il n'y avait que des ennuis. Mais tout cela n'avait pas d'importance, car le fils avait pour objectif d'apprendre à fabriquer des armes comme son père. Le processus de forgeage est assez intéressant.
Pour augmenter la résistance, ils extraient du charbon, ils frappent, étirent, plient et frappent à nouveau. Chihiro et Mark étaient également fatigués par leur travail, alors leur père leur a suggéré de commencer le dîner. Son père remarqua que les mains de Chihiro étaient devenues plus fortes, mais il était encore loin des mains de son père. « C'est une très mauvaise blague de la part de mon père. » Luca est le vieil ami de son père. Il vient parfois leur rendre visite afin de faire une pause dans son travail. Grâce à lui, Chihiro commence sa journée avec une nouvelle dose de haine. Luca lui a dit que s'il continue à faire ça, il va définitivement craquer. Il devrait arrêter de faire ça. Luca, en nourrissant les poissons, remarqua que Chihiro avait beaucoup grandi. Mais le garçon n'en était pas sûr, mais pensait que Luc parlait aux poissons, tout comme son père. Après un long trajet et des conversations fastidieuses, Chihiro et Luca arrivèrent finalement en ville. Eh bien, il a grandi, mais pas plus que Luca lui-même. Un vieil ami a demandé à Chihiro comment se déroulait l'apprentissage du forgeage. « Garçon, il peut tout faire et il aime le faire. » Chihiro a entendu dire que cette ville est contrôlée par un groupe appelé Dragon Awakening. Luke pensait que son père était le professeur le plus approprié. Mark, il y a 15 ans, lors de la guerre contre Seitei, est devenu plus célèbre que ceux qui ont réellement combattu. Il ne serait pas exagéré de dire que les fameuses lames qu'il a créées ont mis fin à la guerre. Le père de Chihiro est un véritable héros. Il a sauvé de nombreuses personnes de cette guerre. Luke l'admirait et racontait aux garçons ses exploits. La rumeur veut qu'au cours d'une bataille, mon père ait réussi à sauver plus d'100 de personnes. Luke est prêt à en parler avec la joie au cœur. Un vieil ami de son père a félicité Chihiro pour son travail quotidien, comme son père. Mais le garçon avait déjà entendu cela plus d'100 de fois. Tout le monde se tut soudain et se perdit dans ses pensées. Le père et son fils étaient gênés que Luke en parle constamment. Et puis, il a décidé qu'il était très lâche et a décidé de rentrer chez lui pour se reposer. Il leur dit au revoir et poursuivit son chemin. Il semble que ce moment soit venu. Chihiro aura bientôt 15 ans, et s'il veut devenir un véritable maître en forge d'épée, alors il est temps pour lui d'apprendre non seulement les côtés positifs. Le père ne pouvait pas décider de lui montrer ce qui aiderait le garçon à devenir un maître. Chihiro lui a demandé d'en parler, mais ce n'était pas comme s'il y pensait beaucoup. Le garçon aimerait sérieusement devenir un maître aussi cool que son père. Son père a tout compris. Alors il a décidé de l'emmener dans un endroit où se trouvait un objet spécial. Il montra à son fils une épée qui était encore utilisée pendant la guerre. Il y a plusieurs autres épées conservées dans le sous-sol, la plupart d'entre elles ont été créées avant la naissance de Chihiro. Les lames sauvent toujours les gens et donnent naissance à une nouvelle ère. Le garçon doit comprendre de quoi parle son père, mais en même temps, il doit aussi comprendre qu'il s'agit d'un outil pour tuer des gens. L'épée doit être brandie par celui en qui il y a la foi, celui qui détruira les méchants et sauvera les faibles. La responsabilité et la foi sont des qualités nécessaires pour cela. La fois suivante, le père de Chihiro lui a dit qu'il vendrait son propre katana pour la première fois. Chaque fois que vous confiez une épée à une personne, ces deux qualités l'influencent également. Et il était important que le garçon soit capable de supporter une charge aussi lourde. Mais il ne pouvait pas encore donner de réponse exacte. Lorsque les bandits ouvrirent les portes, Chihiro apparut devant eux et les attaqua immédiatement. Le leader ne comprenait pas comment la sécurité pouvait permettre que cela se produise. Il voulait savoir qui étaient ces gens qui pouvaient faire ça à leur groupe. Dans un moment épique, alors que son père était sur le point de partir, Chihiro lui a dit de nettoyer les morceaux de bambou qui traînaient sur le sol à la suite de la démonstration d'épée. Le chef du groupe s'est devenu tendu à cause de la situation actuelle. Il ne comprenait pas ce qu'ils essayaient d'accomplir. Chihiro décida alors de lui dire quelque chose. Après 38 mois, les gens continuent d'être exécutés avec des épées, que Mark a très probablement fabriquées. Cet homme était constamment mécontent de voir des tracts l'invitant à rejoindre un groupe qu'il n'aimait visiblement pas. Le chef n'a pas aimé ce que Chihiro a dit et il a ordonné à ses subordonnés de l'attaquer par tous les moyens, puis de l'achever et de pendre son cadavre au centre de la ville. Jusqu'à ce que ce groupe arrive dans la ville, la paix et la tranquillité régnaient. Et maintenant, ils gouvernent ici avec la force brute, volant des terres et de l'argent à leur guise. L'homme n'a pas pu le supporter et l'a frappé pour de tels mots. Ces mots étaient très courageux de sa part, mais il le considérait comme une nullité. Ce groupe est couvert par un magicien noir, donc il ne se soucie de personne et tout le monde doit leur obéir. L'homme en costume noir a vu tout cela et a dit qu'il allait botter le cul de ce sorcier. Il était très intéressé par lui.
Il pensait que le courage venait le plus souvent de l'ignorance et leur demandait s'ils avaient déjà vu de la magie. Le type qui a été battu était complètement enveloppé d'une plante incompréhensible dont les épines lui transperçaient les joues. Il semble que l'homme en noir soit le même magicien noir. Le gars n'a pas pu répondre, mais tant que le chef paie le magicien noir pour cela, il n'interférera pas avec leur travail. Mais quand il s'agit de gens aussi naïfs, il ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise face à leur système. L'arbre se décompose avec le temps, et il semble que ce sera une mort douloureuse pour ce brave homme. Entre-temps, j'ai acheté un billet de train et je suis allé en ville. Pendant que Chihiro interrogeait le chef du groupe de bandits, Luka a décidé d'aider l'homme qui était physiquement maltraité et retenu captif. L'homme a finalement admis qu'il les connaissait et a déclaré que ces gars étaient de vrais monstres. Si Chihiro et Luka ont décidé de s'opposer à eux, alors ils sont complètement fous. Mais le garçon ne se souciait pas de la force de CS monstres, il voulait les tuer le plus vite possible. Il était assis, regardant par la fenêtre la belle nature, quand soudain quelqu'un l'a appelé par son nom. C'était Luka. Il lui souhaita le bonjour et décida de s'asseoir et de discuter avec lui. Chihiro ne s'attendait pas à le voir ici, car ils ont convenu de se rencontrer à la gare. Mais Luke ne s'en souciait pas et continua le dialogue avec lui. Luka l'a invité à manger du poisson, mais lui, le regardant d'un air sévère, a poliment refusé. Le garçon ne comprenait pas comment il pouvait manger du poisson frit sur le pouce. La route est longue, donc on pourrait parler de tout, et Luka décida de lui poser une question sur la cicatrice. Si Chihiro le souhaite, nous pouvons le soigner de manière plus belle. Sinon, ça attire l'attention et Luka n'a pas vraiment aimé ça, mais il semble que pour Chihiro, cette proposition n'était pas correcte. Lorsqu'il se lave le visage le matin et se regarde dans le miroir, il voit toujours cette cicatrice et se souvient immédiatement de ce jour. Et il semble que les bandits qu'il recherche étaient liés d'une manière ou d'une autre à ce groupe. Luke n'en était pas sûr, mais c'était le seul indice qu'il pouvait obtenir. Plus tard, ils ont décidé d'évaluer cette situation. Si les bandits prennent contact, un marché peut leur être proposé. Mais Luke a dit que cela n'aboutirait à rien. Alors qu'ils avançaient, ils virent une image terrible devant eux. Les cadavres des personnes pendues dans le centre-ville appartenaient au groupe Purification. C'est parce qu'ils ont osé montrer les dents face au groupe de bandits. Oui, ils se sont battus pour le peuple, mais toutes leurs actions ont servi d'avertissement aux autres groupes opposés aux bandits. S'ils vont à leur rencontre, ils finiront de la même manière. Le groupe du dragon éveillé était constitué de racailles prêtes à vendre leur propre mère. Les gens n'avaient d'autre choix que de leur obéir pour survivre dans ce monde. Chihiro n'aimait pas cette situation et décida de s'emparer du siège du groupe. Pendant ce temps, à l'endroit que Chihiro envisage de capturer, des bandits s'amusaient, qui ne faisaient rien d'autre que rester assis ici. Les gardes discutaient du fait qu'ils n'avaient pas assez d'épéistes pour faire tout le travail puisqu'ils occupaient le poste le plus occupé. Si un idiot s'approche d'eux et ne connaît pas sa place, ils le tueront sans hésitation. Mais ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse apparaître. Ils croyaient que les gens étaient assis tranquillement et se laissaient contrôler comme du bétail. Les gardes le pensaient jusqu'à ce que les invités viennent vers eux. Luka est venu vers eux avec Chihiro. Luke lança son épée vers les gardes, tuant un seul garde. Sa main a glissé, donc la seconde a eu beaucoup de chance. Mais c'était jusqu'à ce que Luka soit rejoint par Chihiro, qui interrompit accidentellement leur conversation et tua le garde suivant. Un véritable gâchis commence. Chihiro, utilisant son habileté, tua tous les gardes assis à cette table en même temps. Pendant ce temps, l'un des chefs du groupe continuait d'interroger le gars du groupe Purification. L'homme a dit que le silence du gars ne mènerait à rien de bon et qu'il pourrait ainsi entraîner sa famille dans cette affaire. Ce à quoi le garçon a répondu qu'il n'avait pas de famille. Mais l'homme a reçu des informations sur sa sœur cadette. L'homme a demandé à sa compagne de vérifier l'adresse où vivait la famille de l'homme. Ce garçon doit se détester de ne pas pouvoir cacher cette information. Sa famille était plus importante pour le gars. Alors il a demandé d'attendre et a dit qu'il dirait tout maintenant. Il leur a infligé des blessures graves incompatibles avec la vie. Luke a répondu à cette question avec plaisir. Il a dit qu'ils se dérobaient à leurs responsabilités. Luka a également ajouté que le père du garçon qui les a attaqués est le remarquable maître célibataire Mark. Lui seul connaît les méthodes de traitement spécial. Il a dit que des canailles comme eux n'ont pas le droit de tenir une épée à la main. La particularité de son père Mark était qu'il se battait toujours avec de telles pensées. La magie noire ne peut être gagnée qu'avec ma lame. Il a créé une épée magique dotée de pouvoirs spéciaux et Chihiro l'avait.
Le garçon a utilisé la compétence Void Heaven et a commencé à les attaquer. Les bandits ne comprenaient pas ce qui se passait ici. Chihiro possède une lame que Mark a fabriquée en dernier recours, y mettant sa vie. Les ennemis, n'ayant pas le temps de l'attaquer, furent vaincus d'un seul coup de lame. Chihiro était très bon dans ce domaine et pouvait facilement tuer des bandits, même dans des positions difficiles. Personne ne pouvait le gérer. Même s'il était entouré d'une foule entière, il parvenait quand même à les tuer. La bataille sera la plus sanglante possible pour le groupe de bandits. Chihiro dirigera toute sa haine vers eux. Quelques minutes passèrent. Luca parvint à fumer et se dirigea vers le bâtiment où Chihiro se battait. Là, le garçon interrogea l'un des chefs de gang, lui demandant de lui dire tout ce qu'il savait sur Isyaku. Mais l'homme ne comprenait pas de quoi Chihiro parlait, il ne connaissait aucun Isyaku. Mais le garçon lui a dit qu'il s'agissait d'une organisation de magiciens noirs avec laquelle il travaillait. Il prétendit qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais cela n'avait plus d'importance. 6 subordonnés l'attendaient déjà en enfer. La soif de sang de Chihiro ne s'atténuera pas tant qu'il n'aura pas terminé ses tâches. On entend parler d'un petit groupe de sorciers d'élite, mais rien de précis. Mais j'aimerais vraiment avoir des informations précises. Chihiro était ennuyé que Lucas se mêle de sa conversation avec le chef de gang. Alors Lucas s'est excusé d'avoir crié et est parti. Lucas a suggéré que le garçon sauvé aille prendre l'air pendant que Chihiro interrogeait l'un des dirigeants. Mais quelque chose d'étrange arrivait aux hommes. Son visage s'étendait dans différentes directions, comme si quelque chose était sur le point de sortir de lui. Il a remercié Lucas de lui avoir sauvé la vie, mais a oublié son nom à cause de la confusion. On aurait dit qu'il n'avait jamais vu de sorcellerie auparavant. Bien que presque tous les sorciers vivent en ville, il s'avère que vous pouvez rencontrer quelqu'un de similaire dans l'arrière-pays. C'est étrange que l'homme qui voulait juste parler des Isyaku s'est immédiatement autodétruit. Un sort fut jeté sur son corps, et à en juger par l'ampleur de la tragédie, cela fut le fait d'un sorcier très compétent. L'atelier et la maison de Mark étaient protégés du monde extérieur par une barrière magique. Lucas n'en croyait pas ses yeux, qui avaient fait ça et comment. Il resta debout plusieurs minutes et ne savait pas comment réagir. Cette horreur enveloppa son corps de main froide. Lucas, en criant, a couru vers lui et lui a demandé ce qui s'était passé ici et comment se sentait Chihiro. Le garçon gisait dans les décombres de sa maison et tout ce qu'il parvenait à voir, c'était ce même sorcier noir. Pendant la guerre, Mark a fabriqué 6 épées magiques destinées à sauver les gens. Et à ce moment, Luke réalisa que toutes ces épées avaient été volées par le sorcier noir. Chihiro avait déjà compris alors qu'il devait créer la même épée, car il recherchait justement une telle compétence. Mais son père lui a demandé de se souvenir d'une chose importante. Mais le garçon avait un « mais ». Si son père décidait d'entamer une conversation sérieuse, il devrait alors porter un t-shirt plus sérieux, et non avec l'inscription « Le soleil est bon ». Mais mon père ne voyait pas cela comme un problème, et trouvait son t-shirt cool. Ceux qui ont fait cela ne pouvaient même pas imaginer avec quel sérieux son père était engagé dans la création d'épées. Le gars était très triste que tout se soit passé comme ça. Ces poissons qu'il aimait tant, tout cela ne se reproduira plus jamais. Pourquoi un tel sort devrait-il subir une telle famille? Pourquoi les gens devraient-ils souffrir d'actions aussi irréfléchies? Personne ne pouvait répondre à cette question. Finalement, Luke a réussi à libérer ce type. C'était dur pour lui d'être ici. Il a remercié Luke de l'avoir sauvé et lui a ensuite demandé son nom. Pendant ce temps, Chihiro continuait d'apprendre des informations auprès de l'un des dirigeants du groupe. Luke l'a remarqué et a décidé d'intervenir. De telles choses, l'homme n'était pas dans la meilleure position. Luke l'a insulté de toutes les manières possibles, et il a dit qu'il valait mieux qu'il écoute les paroles de Chihiro pour rester en vie. Il connaissait Isyaku, ne serait-ce que parce qu'il y a environ 4 ans, des traces de leurs activités ont commencé à apparaître. Ensuite, Chihiro lui a demandé à nouveau de lui dire tout ce qu'il savait sur Isyaku. L'homme n'avait d'autre choix que d'en parler. Dès qu'il a commencé à parler, quelque chose d'étrange a commencé à lui arriver. L'homme fut déchiré par cette force et d'énormes racines sombres apparurent à la place de son corps. Chihiro, voyant cela, a dit à tout le monde de s'enfuir d'ici. Ces racines ont commencé à s'emparer de tout ce qu'elles voyaient. Ensuite, ils se sont dirigés vers Lucas. Il a assuré aux gars qu'ils ne mourraient pas et qu'ils pouvaient les protéger. Lucas l'a frappé à l'arrière de la tête et s'est excusé d'avoir été si grossier. Le gars s'est évanoui et s'est réveillé déjà dans la rue. Mais il ne faut pas oublier Chihiro. Lucas courut voir ceux qui étaient arrivés au bâtiment et au garçon lui-même. Dieu merci, il est vivant.
Ce qui vient de se passer était sacrément dangereux. Chihiro a demandé ce qui était arrivé au gars qu'ils avaient sauvé. Luka a répondu qu'il allait bien, seulement qu'il avait un peu la nausée. Tout ce qui restait après cela semblait trop terrible. Luka prévoit d'aller à Tokyo et Chihiro aussi avec lui. Mais le second semblait avoir beaucoup souffert. Aujourd'hui, il était plutôt épuisé. Et à part 3 ans, Chihiro n'a aucune expérience du combat. Mais bien qu'il soit encore loin du niveau du propriétaire d'une véritable épée magique, il est déjà capable de faire face à de tels problèmes. Et si quelque chose n'allait pas en lui, Luke, grâce à cette barrière, le saurait immédiatement. C'est pourquoi, ce jour-là, il a couru aussi vite qu'il pouvait. Luke a vu la maison détruite de son ami Mark. Il n'était plus en vie. Seul son fils, Chihiro, restait en vie. Le petit Chihiro est assis, tout blessé, et ne sait que faire ensuite. Sa maison entière est détruite, et son père bien-aimé est mort. Le garçon n'a pas pu comprendre pendant longtemps ce qui lui était arrivé. Tout ce qui reste du trésor de son père est son épée magique. Chihiro a déclaré qu'ils avaient été soudainement attaqués par des inconnus, qui ont immédiatement détruit la barrière et sa maison. Après cela, le garçon a perdu connaissance et n'a pas repris ses esprits pendant longtemps. Après un certain temps, il s'est réveillé et a vu une image si terrible. Après la fin de la guerre, toutes les épées lui revinrent et furent cachées dans le sous-sol de l'atelier. Mais l'essentiel est que Chihiro soit vivant et indemne, même s'il était difficilement possible de le dire, car sa tête était cassée. Auparavant, son père lui avait montré l'endroit où étaient conservées les épées magiques. Chacune de ces épées possède son propre pouvoir spécifique. Toutes ces épées ne peuvent pas être considérées comme le point de référence correct. Chihiro ne devrait pas admirer la capacité de créer une épée puissante. Il doit regarder le monde de ses propres yeux. Pourquoi et quel type d'épée il devrait créer? Il doit lui-même trouver la réponse à cette question. Mon père cherche aussi cette réponse jour après jour. Avec Chihiro, ils gagneront progressivement en intelligence et pourront atteindre leur objectif. Mais soudain, tous ces moments amusants furent interrompus par la mort de son père aux mains d'inconnus. Chihiro ne pouvait s'empêcher de pleurer et voulait les retrouver pour se venger d'un tel acte. Tout a basculé en un instant. Tous ces moments où Chihiro était avec son père resteront gravés dans son cœur. Il ne pourra plus jamais créer d'épées avec lui et écouter ses histoires amusantes. Comment ces gens ont pu trouver cet endroit, même Luka, le meilleur ami de son père, ne pouvait rien deviner. Chihiro n'avait donc d'autre choix que de transmettre la conviction de son père à ces créatures. Fut submergé par la haine et décida de les retrouver et de les tuer, quels qu'ils soient et quel que soit leur pouvoir. L'épée entre les mains de Chihiro a été créée par son père après la fin de la guerre, résultat de nombreuses années de travail, et a été préservée au prix de la vie du maître. C'est sa 7e épée. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on ne sait rien de l'Issyaku ou des épées magiques. Il n'est pas surprenant que ce soit à un tel moment que l'épée de son père ait été utilisée pour le mal. Chihiro doit trouver Issyaku et les épées restantes dès que possible. Dans quelques jours, Chihiro avec Luka est arrivé à Tokyo. Le gaz était assis dans sa chambre et ne pouvait s'empêcher de penser à cette situation. Soudain, Luka entre dans sa chambre. Il suggéra à Chihiro d'aller se promener pendant qu'il était éveillé. Après tout, ils se sont retrouvés à Tokyo au moment le plus opportun. Finalement, celui qui a vu les épées magiques s'est pris dans le filet. Chihiro, ayant entendu cela de Luke, se prépara immédiatement et partit avec lui à la recherche de cet homme. Il y en a plus d'1 millier à Tokyo. La plupart des sorciers du Japon se trouvaient ici. Lorsqu'elle est entrée pour la première fois dans le magasin de Jessica, elle a commencé à raconter une histoire plutôt étrange. Et puis, Jessica pensa que la petite fille avait définitivement vu une épée magique. Mais jusqu'à ce que Chihiro et Luka découvrent les détails, il leur sera difficile de comprendre quoi que ce soit, une histoire plutôt étrange. Personnellement, Luke pensait qu'il s'agissait de contes de fées pour enfants ordinaires sur l'épée la plus puissante, etc. Luka a dit à Jessica qu'elle n'aurait pas dû croire les paroles d'un si petit fretin dès le début. Mais la fille a dit qu'elles avaient elles-mêmes demandé à les informer de toutes les petites choses. La petite fille dormait toujours et parlait aussi dans son sommeil, mais on ne savait pas clairement de quoi elle parlait. Soudain, elle s'est réveillée en criant. On aurait dit qu'elle avait fait un mauvais rêve. Luka lui a crié dessus et lui a dit que ce n'était pas un endroit pour jouer et qu'elle devrait rentrer chez elle. Mais elle ne voulait pas y aller parce qu'elle n'avait pas de maison. Il s'avère que maman et papa n'étaient pas là non plus. Elle est orpheline.
Ensuite, le gars lui a demandé de dire quelle était cette épée la plus puissante du monde. La première fois, elle n'a pas pu répondre à cause de la nourriture dans sa bouche, mais ensuite, elle a dit que des nuages s'envolaient de cette épée. Apparemment, cette information et cette fille furent un grand succès pour Chihiro. Mais elle a dit qu'à propos des nuages, il est peu probable qu'il s'agisse d'une simple supposition aléatoire. Ensuite, Chihiro a décidé de demander si le scélérat avait une marque de flamme sur le dos de la main. Elle a répondu que non, puis elle a été interrompue par le serveur qui criait après le client qui ne voulait rien commander. L'invité a répondu au serveur que ce n'était pas sa faute, mais que c'était un magasin de nouilles et que s'il ne voulait pas manger de nouilles, il devait quitter l'établissement. L'invité était très en colère et semblait vouloir se battre avec le serveur. Mais cela ne distraya pas Chihiro et la jeune fille, et ils continuèrent à parler. Le gars lui a demandé si celui qui la poursuivait était seul ou pas. Elle a répondu qu'il n'était pas seul. Un autre serveur a vu cela et a commencé à crier à ce qu'elle a vu. Chihiro se leva et décida de demander pourquoi il avait fait ça. On dirait que c'était l'un des sorciers et qu'il utilisait la compétence de Furaku. Au début, personne ne pouvait comprendre ce qui se passait, mais ensuite ils se rendirent compte que c'était l'œuvre de sorciers. C'étaient les poursuivants de la fille. Kira n'a pas menti, ce qui signifie qu'elle a vraiment vu l'épée magique. Et si c'est le Kea, que ce sorcier est l'un des amis des propriétaires actuels de l'épée. Chihiro s'est excusé auprès de Kira pour avoir douté de ses paroles. Les gars sont entrés dans un magasin très célèbre à Tokyo, où ils ont été accueillis par une belle femme. Comme chacun le sait, la société japonaise est bâtie sur des épées. Dans le même temps, autoriser la possession d'épées pour se défendre contribue à la détérioration de l'ordre public. Cependant, les yakuza et les dirigeants du grand capital souhaitent un moyen d'autodéfense plus efficace. Et puis leur heure arrive. Il fallait sauver la fille, et pendant ce temps, Luka dormait dans la voiture. Le sorcier a vu un problème chez Chihiro, mais il n'avait besoin que d'une fille. D'abord, Chihiro doit sauver Kira, puis découvrir si ce bandit est lié aux épées magiques. Le gars a utilisé la compétence Heavenly Abyss et s'est préparé à l'attaquer. Et c'est le travail de cette fille de rassembler les deux côtés. Sur le stand, il y avait une demande d'un des clients réguliers, où il était écrit que des informations sur Isyaku étaient nécessaires. Ce client régulier était Luka. Tout a commencé il y a 3 ans. Un beau jour, Luka vient chez une gentille dame nommée Jessica. Ils ont commencé à parler de la vie quotidienne, à se demander comment ils allaient, etc. La jeune fille offrait beaucoup de travail rémunérateur, principalement en tant que garde du corps pour certaines personnes importantes, mais Luka n'avait pas le temps de chercher du travail. Il lui a demandé si elle connaissait Mark, ce à quoi elle a répondu que bien sûr, elle le connaissait et savait qu'il avait été tué. Elle a également deviné qu'à la suite de l'attaque, quelqu'un avait volé les épées magiques. C'est alors que Luke apprit que Jessica était étroitement liée à Mark et qu'elle pourrait révéler plus d'informations. Elle a commencé à collecter diverses informations pour les aider, mais en vain. Comme d'habitude, seuls les yakuza et de puissants sorciers venaient la voir. Tout ce qui vient de se passer a vraiment surpris la petite fille, car tout cela était une véritable magie. D'ailleurs, elle pourrait l'avoir aussi. La magie est construite sur la méta-énergie, c'est-à-dire l'énergie de la vie humaine. Elle dort en chacun de nous et même en Kira. Mais un beau jour, une fille est venue la voir. C'était inattendu, peut-être qu'elle serait la personne qui connaît les informations sur les épées. Il devenait de plus en plus intéressant de savoir ce qui arriverait à cette fille et si Chihiro et Luka seraient capables de trouver les épées magiques de Mark. Et le même jour, les gars sont venus savoir comment se déroulaient les choses avec la recherche d'épées. Luka l'a salué très fort et Jessica lui a demandé de ne pas crier si fort. Elle était très ennuyée par les hommes bruyants. Elle vit que Chihiro était venu avec lui et le salua. La jeune fille était très heureuse de son arrivée, car il ne venait pas souvent ici. Chihiro est venu ici pour affaires, notamment pour découvrir qui pouvait voir les épées magiques. Il ne se contente pas de matérialiser l'énergie à l'extérieur de son corps comme ce sorcier. Il est l'énergie elle-même. Le sorcier réalisa que Chihiro possédait une autre épée magique. Après ces mots, Chihiro réalisa que ce bandit était lié aux autres épées. Un combat était inévitable, alors le sorcier commença à l'attaquer. Alors, Jessica a dit que cette personne était avec elle maintenant et a montré cette petite fille. Elle en a été témoin.
Il s'avère qu'elle est venue ici parce qu'elle a entendu dire qu'on pouvait embaucher un sorcier à cet endroit. Elle est poursuivie par un homme méchant et a besoin de protection. Mais ce service était payant, et Jessica lui demanda de combien d'argent elle disposait. La petite fille a sorti son portefeuille, mais il s'est avéré que ce n'était pas un centime, quel cauchemar. Mais Jessica se demandait encore quel genre de canaille poursuivait la jeune fille. Elle répondit que ce méchant homme possédait l'épée la plus puissante du monde. Il a ajouté que la mort de sa malheureuse mère, qui tentait de la protéger, est l'acte le plus insensé et le plus stupide au monde. De tels mots ont clairement mis en colère non seulement la jeune fille, mais aussi Chihiro lui-même. En voyant Chihiro avec Luko, elle pensa que c'était la protection même qui la protégerait des sorciers maléfiques. Mais Luka a voulu clarifier quelque chose et lui a demandé de dire pourquoi les méchants la poursuivaient. Mais la fille semblait ne rien savoir et ne savait pas quoi répondre à Luka. Il s'est rapidement effondré. Luka et Chihiro ont eu pitié d'elle et ont décidé de l'emmener à l'orphelinat. Mais la fille ne voulait pas vraiment ça. Chihiro lui proposa donc de dîner. À première vue, elle n'avait pas mangé depuis très longtemps. Mais elle montra avec ses mains qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle ne pourrait pas payer le dîner. Donc Chihiro, qui pouvait tout payer. Il lui proposa une soupe de nouilles aux crevettes frites. Le sorcier avait une autre capacité, avec laquelle il enroulait une corde autour du gars et pouvait maintenant le tenir pendant un moment. Mais soudain, Chihiro utilisa la même capacité que le sorcier lui-même pouvait utiliser. Elle était très heureuse de cette proposition et l'a immédiatement acceptée. Luka les a emmenés au restaurant le plus proche et lui-même est resté à les attendre dans la rue. Chihiro aime et se soucie des autres. Il s'est autrefois bien entraîné avec son père. Il lui a demandé qui l'avait embauché et pourquoi il était nécessaire de poursuivre la fille. Pendant ce temps, le plat était déjà prêt et il fut servi à Chihiro et à la petite fille. Le gars a remercié le serveur et a souhaité bon appétit à la fille. Eh bien, il est temps de faire connaissance. Le nom de la fille est Kira et elle était heureuse de rencontrer des gars comme Chihiro et Luka. Chihiro voulait lui demander quelque chose, mais elle répondit que s'il lui demandait si c'était savoureux ou non, elle répondrait oui. Mais le gars a quand même dit qu'il l'emmènerait au refuge quand elle aurait mangé. La jeune fille était très contrariée parce que Chihiro ne voulait pas la protéger. Aussi, elle pensait que ce plat signifiait un contrat entre eux. Chihiro ne savait pas pourquoi tout s'était passé dans cette ville, mais même Jessica pense que ce n'est pas un endroit où jouer pour une telle fille, car il y avait de bonnes raisons pour qu'une mauvaise personne la poursuive. Elle n'arrivait pas à imaginer tout cela, mais elle ne voulait pas non plus expliquer pourquoi elle était poursuivie. Tout cela semblait étrange, comme si on lui avait dit de se taire et de se taire. Chihiro ne savait pas quoi faire. Ils restèrent donc assis en silence et mangèrent pendant plusieurs minutes. La jeune fille a ajouté que ce méchant a de nombreux acolytes, et il semble qu'un autre indice soit enfin apparu. Cela signifie qu'ils ont vraiment embauché la sécurité. Mais l'attention de Chihiro fut détournée par le serveur inconscient. Il y a eu une énorme explosion, et Chihiro a percé le mur du restaurant et s'est envolé sur la route avec une telle puissance. Ce sorcier faisait partie de ceux qui ont tué le père de Chihiro. Il l'a vu et l'a reconnu comme le garçon resté en vie. Kira lui a pardonné, mais a seulement demandé à Chihiro de la sauver. Il a mis de l'énergie noire dans son épée, qui venait de son désir de venger son père. Le sorcier s'est également préparé à une attaque et a repoussé la jeune fille. Il remarqua que Chihiro avait mis une énergie puissante dans le coup coupant. Heureusement, Luka s'est réveillé et a réussi à empêcher Kira de tomber sur les décombres du restaurant. Le sorcier le remarqua et était en colère qu'en plus de Chihiro, il y ait un autre problème sous la forme de Luka. Le gars a sauvé la petite fille et l'a mise dans sa voiture. Kira ne comprenait rien à la façon dont elle s'était retrouvée si rapidement dans la voiture avec Luka. Il semblerait qu'après 3 sauts périlleux, son calme soit revenu. Luka était surprise qu'elle soit réellement poursuivie par un méchant, et même par un sorcier, si seulement elle avait dit la vérité pendant tout ce temps. Le sorcier était en colère que la jeune fille ait pu lui échapper et a dit à Chihiro de la lui rendre. Mais le gars avait d'autres projets, alors il n'avait d'autre choix que de tuer le sorcier. Chihiro possède l'épée la plus puissante de toutes celles de son père. Il porte même le nom de Goldfish. Une épée magique est capable d'améliorer la méta-énergie, mais le corps humain ne peut pas la générer et la maintenir de manière indépendante à un tel niveau. Lorsque l'énergie est libérée, elle prend forme.
Ce poisson rouge n'est rien de moins que l'incarnation d'un pouvoir qui dépasse les capacités humaines. Par conséquent, Chihiro, sans avoir une grande expérience du combat, pourrait bien se battre et vaincre ses ennemis avec facilité. Pendant le combat, Chihiro posa des questions sur les autres épées, mais le sorcier n'allait pas y répondre. Selon l'idée, de telles questions ne devraient être posées qu'après que l'ennemi ait été plaqué contre le mur, mais Chihiro semblait le voir comme un cadavre. Mais est-ce la force qui, à en juger par les rumeurs, a mis fin à la guerre? Après tout, si Chihiro n'est capable que de couper des attaques, alors sa technique n'est pas différente de la magie ordinaire. Le sorcier a essayé d'attirer Kira avec un cri, disant qu'elle avait causé des problèmes à tout le monde et que si elle continuait à appeler les défenseurs à l'aide, il y en aurait davantage qui mourraient en vain en la défendant. Et elle subira le même sort que sa mère, décédée aux mains d'un sorcier. Lucas ne savait pas ce qui s'était passé dans sa vie, mais il lui a demandé de ne pas écouter ce sorcier et lui a dit que tout allait bien maintenant. Le bandit lui a crié d'observer attentivement, car la mort de Chihiro resterait à jamais gravée dans sa mémoire. La bataille fut difficile. Chihiro combattit de toutes ses forces, et ce ne fut pas non plus facile pour le sorcier. Mais il a aussi réussi à se moquer de la jeune fille, en disant qu'elle n'avait ni mère ni père. Chihiro, après d'innombrables attaques du sorcier, a pu survivre. Il s'avère qu'il possède plusieurs capacités, et cela a grandement surpris le bandit. C'était maintenant au tour de Chihiro de l'attaquer en utilisant sa compétence ténèbres. C'était serré, mais le sorcier a réussi à esquiver une telle attaque. Chihiro n'utilise même pas toutes ses forces, mais il lui cause déjà tellement de problèmes. Le bandit avait une position avantageuse pour attaquer et il profita de cette opportunité. Kira regardait tout cela. Elle était très inquiète pour ce gars. Chihiro a réussi à esquiver, mais les choses n'étaient pas si douces. Le sorcier ne pouvait pas comprendre comment cela s'était produit et comment un tel type avait eu une telle opportunité. La rougeur de Chihiro n'est pas seulement une technique défensive, c'est la capacité d'absorber. Lucas en a parlé à Kira et par conséquent, Chihiro a pu contre-attaquer le sorcier et lui porter un coup dévastateur. Kira était heureuse d'avoir eu affaire au sorcier et a dit qu'il était tout simplement magnifique. Elle a dit en plaisantant qu'elle l'embaucherait désormais comme garde du corps. Mais Chihiro a un objectif plus important que toute autre chose. Et combattant les poursuivants de Kira, il s'approche progressivement d'elle. Puisque leurs intérêts coïncident, il protégera la petite fille des méchants. Maintenant, Chihiro avait besoin d'obtenir des informations auprès du sorcier. Et il était également important pour lui de savoir où se trouvait l'épée perçant le nuage. Le sorcier doit répondre à toutes ces questions.